bonjour à tous. Je crois qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. Je crois que tous ceux qui devaient venir ou presque sont connectés. Merci à tous ceux qui ont famille et adhérents qui ont bien voulu qui ont souhaité se joindre à nous pour cet échange, pour cette discussion. Merci aussi à Maître Fortier qui va en fait animer le débat et apporter toute son expertise. Je me présente rapidement. Donc, Alain Baudry, je suis président adjoint de l'association UNAPI 92. Je suis père d'un adulte de 43 ans qui est hébergé à la résidence de l'Avenir à Fontenay-aux-Roses. Et donc, l'association qui organise ce webinaire, en deux mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc, il s'agit de l'UNAPI 92, qui est une association qui gère une cinquantaine d'établissements. Il y a un peu plus de 1000 salariés, 2000 personnes en situation de handicap qui sont accompagnées par l'association. Dans cette perspective, l'association, évidemment, a besoin du soutien du plus grand nombre de personnes. Elle a besoin de pouvoir compter sur un nombre toujours plus important d'adhérents. Donc, j'invite ceux et celles qui souhaitent soutenir notre mouvement à adhérer à l'UNAPI 92. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas encore adhérents, vous pouvez tout à fait demander à adhérer à l'association. À noter par ailleurs que l'adhésion à l'association permet de bénéficier du système de la rente survie d'une API dont il sera probablement question dans le courant de l'exposé. Voilà, je n'en dis pas plus, je vais laisser la parole à Maître Fortier. Et je crois que, en fait, il y a eu beaucoup de questions posées par écrit, mais on va essayer de laisser le temps aussi pour qu'il y ait un vrai échange et qu'il y ait des questions pour ceux qui veulent. Voilà, mais écoutez, Maître Fortier, je vous laisse la parole. Très bien, merci de votre introduction. Bonsoir à tous, je suis Frédéric Fortier, je suis notaire à Paris et effectivement, donc j'interviens sur le sujet de la vulnérabilité au sens large, sujet qui m'intéresse et avec lequel j'ai de plus en plus d'échanges avec des clients, pour la simple et bonne raison que je suis moi-même père d'un enfant porteur de trisomie 21. Alors, il est jeune, mais bien évidemment, ça suscite tout de suite des questionnements. Je me suis un petit peu, pas spécialisé, mais sensibiliser autour de ces sujets-là. Alors, ces sujets-là, lorsqu'on est parent au sens large d'un enfant en situation de handicap, je présente toujours le sujet à travers deux axes, l'axe de la protection et l'axe de la transmission. La protection de l'enfant en situation de handicap ou de la personne en situation de handicap, hein, on ne va pas circonscrire ça à l'enfant. Euh, Classiquement, elle est possible soit ce qu'on appelle à l'amiable, soit judiciairement. Et ça répond à différentes, voilà, des contextes différents, à un degré d'autonomie différent, à des questions patrimoniales différentes. Concrètement, si on est sur le volet à l'amiable et qui est organisé par la profession notariale, il y a deux mandats qui sont, à mon sens, très utiles dans ces cas de figure et qui ont été institués par le notariat en 2007. Il y a le mandat de protection future et le mandat à effet posthume. Le mandat de protection future, celui qui est le plus connu, et c'est pas celui dont on va parler, le mandat de protection future, c'est je suis capable de gérer mes intérêts patrimoniaux et j'anticipe le fait que je ne sois plus capable à moyen, long terme et quelqu'un prendra le relais. Et ce qui nous intéresse dans ce mandat-là, c'est qu'il y a il y a une variante, qui est le mandat de protection future pour autrui, où là, parent, aidant, je suis en capacité de désigner la personne en situation de handicap, je m'en occupe de mon vivant, sans qu'il y ait une mesure judiciaire de prise, on va y revenir, tutelle, curatelle, etc. Et j'anticipe le moment où je ne serai plus capable de m'occuper de lui, et je désigne alors un tiers de confiance qui prendra le relais, et qui prendra le relais pour une durée pérenne. Il n'y a pas de limitation de durée. Donc ça, c'est un outil, ma foi, très pratique
et c'est un acte qui est plutôt bien fait, puisque c'est un acte où on va vraiment détailler les pouvoirs et ce que va faire à terme le mandataire, encore une fois, quand il aura pu la capacité de s'occuper lui-même de la personne en situation de handicap. Et puis on a un autre mandat, qui est le mandat à effet posthume, qui, celui-là, est organisé de manière à ce que, en cas de décès et en présence d'un patrimoine qui nécessite une certaine gestion et des héritiers qui ne seront pas, ou en tout cas en partie pas, capables de le gérer, de désigner un tiers de confiance qui, pendant un délai de 5 ans, mais c'est renouvelable une fois, fera le nécessaire en termes de gestion du patrimoine laissé par le parent, notamment. Donc ça, c'est des mandats qui sont organisés par la profession notariale, qui sont malheureusement peu connus et peu communiqués, mais qui peuvent s'avérer très, très utiles. Et puis, à côté de ça, je suppose que vous les connaissez, mais nous avons des mesures judiciaires qui peuvent être instituées, qui va de l'habilitation familiale pour des sujets précis, curatelle, qui peut être à différents degrés, et enfin la tutelle. Ce dont je me suis aperçu au fil des discussions et des échanges avec des familles et des clients, c'est que j'avais tendance, moi, en tant que professionnel, à conseiller et à éviter des mesures judiciaires pour des questions de lourdeur et de logistique, d'organisation, etc. Et puis, je dois vous dire que une famille m'a m'a- m'a- m'a alerté sur le sujet, et puis après d'autres, hein, bien évidemment. C'est que parfois, pour une question de responsabilité de la personne en situation de handicap, il est parfois bon de passer par la case judiciaire pour éviter la mise en cause de sa responsabilité s'il commet des infractions, des bêtises, etc. Parce que tant qu'il n'est pas en situation de tutelle ou curatelle, il est pleinement responsable de ses actes. Donc je crois que il faut aussi avoir en perspective le fait que les outils de curatelle ou de tutelle peuvent aussi protéger la personne en situation de handicap en cas de fait répréhensible. Euh, ou même s'il se fait abuser, hein, bien évidemment, c'est des circonstances atténuantes pour jouer sur le volet assurantiel. Donc c'est l'angle de la protection qui est ici. Le second angle, c'est l'angle donc de la transmission de patrimoine, avec bien évidemment la question qui fait voilà, la différence en termes de transmission, la transmission du vivant qui va s'opérer par le biais de donation de son vivant, d'argent, de parts sociales ou de patrimoine immobilier, et puis la transmission, ce qu'on appelle à cause de mort, c'est-à-dire au décès, qui va s'opérer soit légalement, quand il n'y a pas de choses prévues, on pourra y revenir sur les règles qui sont applicables en cas de décès, soit on aura anticipé la situation avec la présence de testaments qui, je le rappelle, peuvent être holographes, c'est-à-dire faits soi-même, alors aidés par le notaire, hein, bien évidemment, mais fait soi-même, écrit, daté, signé, ou authentique, qui va être réalisé devant notaire. Et puis, on en parlera bien évidemment, mais la question de l'assurance vie, je la mets de côté. Elle est à côté parce que juridiquement parlant et fiscalement aussi, elle est hors succession. On appelle que bon, c'est un dispositif qui est hors succession, mais c'est un outil bien évidemment qui, dans nos situations, est vraiment efficace. On va y revenir notamment au regard de la question de la récupération des aides sociales qui posent souvent débat. Donc, sous l'angle de la transmission, il est vrai on a une palette possible d'outils. Ça va de la donation-partage à la donation inégalitaire, à la constitution de sociétés civiles en présence, notamment lorsqu'on est en présence d'une fratrie,
d'une personne en situation de handicap qui va être drivé, si je puis dire, par ses frères et sœurs qui vont s'occuper de la gestion de la dite société. On peut avoir également le mécanisme de l'assurance vie avec différents supports assurantiels. Donc, on a une palette d'outils. Mais ce que je voudrais faire passer comme message, et c'est ce que j'ai vu par rapport aux questions qui pouvaient être posées en amont de ce webinaire, c'est qu'il n'y a pas de réponse, de solution toute faite. Ce que je vois au fil de mes rendez-vous avec ma clientèle, c'est que c'est forcément du sur-mesure parce que déjà le patrimoine dont on parle est différent d'une famille à une autre. Et on ne va pas réagir différemment si on est essentiellement financier versus essentiellement immobilier, si on a la possibilité d'avoir une assurance vie, etc., etc. Différent parce que au fil des échanges aussi, je me suis rendu compte que euh, souvent les parents mettaient le curseur sur l'autonomie, notamment à travers un logement, à travers une situation financière, alors même que la personne en situation de handicap ne demandait pas forcément l'autonomie, mais plutôt d'être dans un foyer, accompagné, être proche de personnes comme lui, et que du coup, cette stratégie patrimoniale évolue en fait en fonction des besoins et des envies des parents et ou, bien évidemment, de la personne en situation de handicap. Et puis après, bon, sans rentrer dans les détails, mais c'est également différent si on a un contexte un petit peu international, puisque les règles civiles, donc juridiques et fiscales ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Donc, pour peu qu'on ait des personnes placées dans différents pays, du patrimoine dans différents pays, ça corse un peu le sujet, ou ça lui permet de le protéger davantage. Mais bon, voilà, ça rentre aussi en ligne de mire. Tout ça pour dire, encore une fois, que c'est vraiment variable d'une famille à une autre. Et puis également, j'ajoute que au sein d'une famille, on va avoir, si je puis dire, différentes philosophies, puisque en fonction de notamment la fratrie, on va organiser ou pas les choses. Est-ce que les frères-sœurs vont être responsables de la gestion du patrimoine de leurs frères ou sœurs en situation de handicap, ou est-ce qu'on veut cloisonner les choses pour pas justement les rendre responsables de cela? Et il n'y a pas de réponse toute faite. C'est vraiment en fonction de comment ça peut être possible, comment on projette les choses, et puis la volonté, bien évidemment, de la fratrie, le cas échéant. Euh, donc, fort de ces différents outils et de ces différents contextes, on est amené potentiellement à conseiller soit des donations de partage, où on va mettre en place de l'argent pour l'enfant en situation de handicap et du patrimoine immobilier pour les autres. On va ne plutôt transmettre le patrimoine dans le cadre de la succession aux enfants dits euh, normaux, non handicapés, et mettre en place une assurance vie seulement pour la personne en situation de handicap. On va pouvoir potentiellement organiser une donation partage inégalitaire en transmettant davantage aux enfants qui vont accepter le rôle de responsable vis-à-vis de leur petit frère ou petite sœur, ou grand frère ou grande sœur d'ailleurs, en situation de handicap. Pour le sujet inégalitaire, j'en profite. Sachez que en France, on ne peut pas déshériter ses enfants, c'est-à-dire que lorsque on a plusieurs enfants, ils ont l'obligation de recevoir leur réserve héréditaire. Pour information, lorsqu'on a euh, un enfant, la réserve héréditaire est de la moitié de son patrimoine, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas transmettre plus de la moitié de son patrimoine à une personne tierce. Lorsqu'on a deux enfants, la réserve héréditaire va être deux tiers. On va pouvoir faire ce qu'on veut, entre guillemets, du tiers restant. Et quand on a trois enfants ou plus, il y a trois quarts de son patrimoine qui va être
consacré à la réserve héréditaire des enfants, et le quart restant, on va pouvoir le transmettre comme on l'en veut. Et c'est important ce sujet-là parce que souvent, il y a une vraie discussion qui s'opère de savoir si on va, que va-t-on faire de ce quart, de ce tiers, de cette moitié, ce qu'on appelle la quotité disponible. Est-ce qu'on va, il y a différents sons de cloche en fait, est-ce qu'on va le mettre plutôt sur l'enfant en situation de handicap, avec le sujet de la récupération des aides sociales derrière, qui est malheureusement fâcheux, ou est-ce qu'on va plutôt le mettre sur les autres enfants? Et la question se pose immédiatement de combiner ce patrimoine qui va entrer dans la succession avec le patrimoine financier qui va sortir de la succession, qui va être placé en assurance vie. Puisque, pour rappel, l'assurance vie est un outil juridique un petit peu à part, puisqu'il n'entre pas dans les calculs de quotité disponible, réserve héréditaire, etc. On le met de côté et on va pouvoir justement, notamment lorsqu'il y a une personne en situation de handicap, se servir de cet outil pour produire du patrimoine à terme, soit sous forme de rente, soit sous forme de capital, soit sous forme des deux, mixtes, pour ce dernier. Donc, encore une fois, des situations différentes, des outils différents, et puis une discussion qui doit avoir lieu et prendre le temps de connaître les différentes solutions et la, 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 la physionomie dans laquelle on peut se placer. Par rapport au sujet de la récupération des aides sociales, effectivement, il impacte directement le volet transmission. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, je ferai suivre à l'UNAPI un tableau que j'ai à disposition sur la récupération des aides sociales, puisque c'est un sujet, somme toute, complexe, puisque le sujet des aides sociales, il est distinct. En gros, il y a deux types d'aides sociales qui sont versées, c'est en fonction de l'âge ou en fonction de l'invalidité et du handicap. Donc, il y a nombre de prestations, d'allocations qui sont versées. Et en vérité, on doit distinguer sur le sujet de la récupération de ces dernières entre les types d'aides, de savoir aussi distinction entre la récupération à la succession de la personne en situation de handicap versus la récupération du vivant de la personne en situation de handicap. Et ça, c'est très important parce que parfois on croit bien faire, on va donner du patrimoine à la personne en situation de handicap, ou on va le faire hériter d'une partie de son patrimoine, et parce qu'il aura reçu par donation du vivant ou parce qu'il aura hérité, ce qu'on appelle potentiellement le retour à meilleure fortune, et ben on va lui confisquer une partie du patrimoine qu'il a reçu ou qu'il devrait recevoir. Et puis, enfin, une distinction entre les quantums récupérés, puisque effectivement, on a des paliers, soit récupération en totalité des aides versées, soit une partie, etc. On a concrètement, quand on regarde un petit peu le tableau des aides sociales, euh, on a trois grands types d'aides sociales qui posent question, hein. C'est l'aide sociale à l'hébergement, euh, l'ASH, et l'aide sociale à domicile, aide ménagère, qui fait l'objet d'une récupération, et notamment récupération sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, et récupération au niveau des aides sociales pour l'aide sociale à domicile. Et puis on a, sur un sujet un peu plus ancien, la prestation spécifique de dépendance, mais celle-ci, elle est plus attribuée depuis 2002. Donc voilà, le sujet de la protection, le sujet de la transmission, un nécessaire échange avec les familles, des outils qui sont divers et variés, avec le garde-fou de la récupération des aides sociales, notamment sur le sujet de la transmission de patrimoine du vivant ou à cause de mort, donc au décès ou au fond anticipé. Par rapport aux questions qui m'ont été transmises, ou des thèmes qui m'ont été transmis, moi j'ai pu remarquer des préoccupations autour des sujets suivants.
Est-ce qu'il y a premier type de question, des meilleurs placements que d'autres? Alors encore une fois, vu que c'est à géométrie variable, il n'y a pas une solution, toute faite. Je pense que si on n'est pas concerné par le sujet de la récupération des aides sociales, heu, que de songer et qu'on a un patrimoine encore une fois, que de songer à la constitution d'une société civile, qui produira des revenus par le biais de biens immobiliers productifs de revenus et de cette, société qui ne sera pas gérée, bien évidemment, par la personne en situation de handicap, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Il n'aura pas la gestion et laquelle société sera gérée sera fratrie aux d'autres membres de sa famille et il aura un revenu, régulier, pérenne, voilà. Hors patrimoine, transmissible par le voie de la succession, bien évidemment l'assurance vie avec, ce placement particulier qui est l'assurance vie avec, rente, sur vie, qui est un outil, efficace où on va produire, des revenus, la vie durant de la personne en situation de handicap. J'ai pu lire, sur l'assurance vie handicap, mais, je bon, c'est souscrit non pas par la personne en situation de handicap, mais par le parent en question. Donc, je suis pas sûr que ce soit l'outil, adéquat, pour l'après, c'est-à-dire, après décès du parent. Sur le retour à meilleure fortune, souvent j'ai des questions est-ce qu'on doit prévenir le conseil départemental ou l'organisme qui délivre l'aide sociale de ce retour à meilleure fortune? Alors la réponse est oui. On a une obligation de prévenir, l'organisme, c'est prévu par le code de l'action sociale et des familles. On a l'obligation de prévenir le département en cas de retour à meilleure fortune et donc, le retour à meilleure fortune, signifie que la situation financière, pardon, du bénéficiaire s'est significativement améliorée, lui permettant de rembourser, je cite, hein: «Tout ou partie des prestations d'aide sociale qu'il a perçues». Par exemple, un héritage ou une donation importante, une augmentation significative des revenus ou du patrimoine et la vente d'un bien immobilier avec une ou plus-value, importante. Donc il doit signaler ce changement notable et s'il ne le fait pas, il y a éventuellement des sanctions financières avec des pénalités sur, les aides qui ont été, perçues et récupérables. Sur la transmission inégalitaire aussi, il y a également des questions et c'est pour ça que j'ai d'ores et déjà dans l'exposé, évoqué la question de la réserve héréditaire à respecter, de la quotité disponible, qui peut être, laissée, d'autres personnes que la personne en situation de handicap, le cas échéant. Heu, voilà, moi je voulais pas faire un exposé trop long pour laisser cours, à d'éventuels échanges et le pourquoi des échanges, c'est ce que j'ai indiqué avant qu'on se connecte, c'était que souvent, il faut un petit peu appréhender la situation familiale et ça se passe par deux trois questions pour cibler et pour pouvoir répondre le cas échéant, et proposer des solutions ou en tout cas, faire avancer la réflexion. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait une question là. Est-ce que la AH est considérée comme aide sociale? Est-ce que l'AAH est Allocation d'adulte handicapé, excusez-moi. alors oui, oui, c'est des aides sociales, mais elles ne sont pas récupérables. Mhm. Elles sont pas récupérables. D'accord. Il y avait une autre question de Monsieur Le Turmi. Le département peut-il saisir sur une assurance vie? Alors oui, et c'est pour ça que souvent quand on notamment le contrat épargne handicap, il est récupérable en fait. Et c'est pour ça que l'outil souvent qui est mis en place, ce sont des rentes. Parce que sur le sujet rente,
il n'y a pas de récupération possible en fait. C'est des revenus. On ne va pas pouvoir saisir puisque les revenus sont pour assurer un train de vie de la personne en situation de handicap et c'est souvent ça la clé. C'est non pas de laisser un capital à l'enfant ou autre, mais des revenus par le biais de ce support assurance vie avec une rente viagère, hein, finalement. Alors, il y avait une autre question, c'est est-ce que vous pourriez repréciser quelles sont exactement les aides sociales soumises à récupération? Oui, alors par contre, il faut m'excuser, mais je vais devoir lire le tableau parce que le tableau que j'ai. Allez-y. Alors, sur les aides sociales récupérables, on a l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, qui est financée par la CNAV. Et celle-ci, elle est récupérable au niveau de la succession dans la limite de 100 000 euros. Voilà. Ensuite, on a la PSD, mais qui n'est plus attribuée depuis 2002, qui est récupérable effectivement. Donc là, ce serait pour les allocations versées vraiment antérieurement. On a un abattement de 760 euros et récupérable dans la limite de 46 000 euros à la succession. Et il y avait une récupération aussi possible s'il y avait retour à meilleure fortune de celui qui en bénéficiait et récupération possible aussi en cas de donation. L'aide sociale à l'hébergement pour les personnes handicapées, ASH, frais d'hébergement en établissement, conseil général départemental qui finance. Et ça, il y a effectivement une seule voie pour la récupération, c'est récupération sur la succession, sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. Okay. Donc, les héritiers, conjoints, enfants, parents ou une personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. Ensuite, aide sociale à l'hébergement pour les personnes âgées, ASH, mais la frais d'hébergement en établissement. Oui, c'est oui, handicapé, et là c'était âgé. Là, il y a une récupération possible à la succession et également en cas de donation de meilleure fortune. Celle-là, et en plus, il n'y a pas de limite. Donc, c'est celle-là qui est, entre guillemets, la plus dangereuse, mais c'est pour personnes âgées. Mhm. Ensuite, RSA, il n'y a pas de récupération pour info. Et aide sociale à domicile, conseil général départemental qui finance. Et on a des récupérations dans les trois cas, c'est-à-dire à la succession, mais dans la limite de 46 000 euros, et récupération sur les donataires, et récupération, effectivement, si celui qui en bénéficie revient à meilleure fortune. Ok. Voilà. Et je n'ai pas parlé parce qu'elles ne sont pas récupérables. Donc, allocation adulte handicapé, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH, pension d'invalidité et rente d'accident de travail, prestation de compensation du handicap, allocation compensatrice pour tierces personnes, mais elle n'est plus distribuée depuis 2006. Ok. Et allocation, il y en a deux encore, allocation supplémentaire d'invalidité et allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, pas récupérable. J'ai fait le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Merci. On Alors, peut poser la question directement ou pas, non? allez-y, 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 oui. Par exemple, quand un enfant est en CAJ, le département paye en fait un prix de journée. D'accord? Est-ce que ce prix de journée, en fait, est récupérable quand l'enfant a un héritage ou pas, en fait? Parce que Bah, ce prix de journée, quand on fait le dossier au département, si ce n'est pas soumis à un revenu. Et ouais, d'ailleurs, maintenant, on voilà. est d'accord que là, vous parlez d'une aide sociale à l'hébergement. Non, c'est pas l'hébergement, en fait, puisque c'est sur un CAJ. C'est-à-dire que c'est un centre d'accueil de jour, c'est pas la nuit. Je peux éventuellement intervenir. En fait, le département assimile le CAJ
les centres d'accueil de jour a un hébergement, en fait, hein. C'est un hébergement de jour, en fait. Donc, en fait, les frais de CLJ passent dans la même catégorie que les frais d'hébergement en foyer d'hébergement, en fait. Je transmettrai à l'UNAPI le tableau en question. Il n'y a pas de problème qui est à jour parce qu'il date de l'année dernière. Alors, a priori, il y a des discussions parlementaires sur des mises à jour d'aide sociale et de récupération. Donc, peut-être que dans les prochaines semaines, ça changera, mais sinon, il était à jour. Alors, il y avait une autre question de M. Fougerat. Il y avait plusieurs questions d'ailleurs. Est-ce que le contrat épargne handicap évite la reprise sur les fonds disponibles dans le contrat par l'État des frais dépensés pour la prise en charge de la personne en situation de handicap mental sous tutelle? Non, le contrat épargne handicap n'empêche pas la reprise sur succession des aides sociales. Mhm. Non. Ok. Ensuite, autre question sur M. Fougerat. La bonne utilisation de la quotité disponible quand il y a plusieurs enfants, dont un en situation de handicap. Ah, c'est une phrase. C'est la bonne utilisation de la quotité disponible quand il y a plusieurs enfants, dont un en situation de handicap. Point d'interrogation. Alors, attendez. Euh, pardonnez-moi, mon ordinateur était en train de s'éteindre, j'ai rallumé. C'était Ah quoi la bon. question, pardon? Alors, je la reformule. Quelle est est-ce qu'il y a une bonne utilisation de la quotité disponible quand il y a plusieurs enfants, dont un en situation de handicap? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a pas de réponse parce que là, on s'inscrit vraiment dans des discussions avec les familles. Est-ce que vous pensez qu'il est préférable de laisser plus de patrimoine à l'enfant en situation de handicap parce que ça pourra potentiellement lui produire des revenus, etc. Et je mets vraiment, là, après, il faut mettre l'aide sociale de côté avec la récupération, mais là, je mets ce sujet-là de côté. Mais où est-ce que vous pensez qu'il est préférable parce que finalement, la personne en situation de handicap n'aura pas besoin de X patrimoine, ne pourra potentiellement pas le gérer, il sera en indivision, donc ça sera potentiellement un risque de blocage. Est-ce que vous préférez mettre plutôt le curseur sur les enfants valides? euh, Objectivement, je pense qu'il est préférable d'opter pour l'utilisation de la quotité disponible et laisser le patrimoine aux enfants valides. Parce qu'on se rend compte que les personnes en situation de handicap, il faut leur assurer un train de vie, une autonomie en fonction de leurs possibilités, de leurs envies, mais que ça ne sert à rien de leur laisser du patrimoine qu'ils pourront difficilement gérer et potentiellement bloquer avec les autres. Donc, j'ai quand même le sentiment que le curseur est plutôt sur, en tout cas pas sur la personne en situation de handicap. Ok. Alors, ensuite, il y a une question sur l'hébergement en femmes, c'est en foyer d'accueil médicalisé, ou EAM, c'est établissement d'accueil médicalisé, est-elle récupérable aussi? Est-il récupérable aussi? Alors, je vais être honnête avec vous, moi, j'ai pas tous les noms des organismes qui hébergent, etc. J'ai tendance à penser que si on considère qu'il y a une aide sociale à l'hébergement, on rentre dans les cas de figure que je vous ai exposés. Je peux compléter, oui, votre réponse, Maître. C'est-à-dire qu'en fait, le foyer d'accueil médicalisé fonctionne avec deux sources de financement, contrairement à un foyer d'hébergement qui n'a que le département. Le foyer d'accueil médicalisé a une part de son fonctionnement, tout ce qui concerne l'hébergement est pris en charge par le département, comme dans un foyer ordinaire. Et puis, il a une part de budget qui est fournie par l'assurance maladie, par l'ARS, pour tout ce qui est plutôt soins médicaux, etc., infirmiers, voilà. Donc, j'aurais tendance à dire, et cette partie de budget, évidemment, est inférieure. Enfin, la plus grosse partie, c'est l'hébergement. Et donc, j'ai tendance à penser que effectivement, ces frais d'hébergement sont récupérables, bien sûr. Et je vois une question sur quel est en gros le meilleur outil. Je pensais que l'assurance vie était la solution, etc. Bah, effectivement, c'est l'outil pour contrer la question de la récupération des aides sociales, c'est l'assurance vie avec un sujet de rente pour l'enfant.
Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, une autre question ensuite. Oui, vous avez déjà répondu à celle-là, c'est pourriez-vous nous transmettre votre tableau, donc je pense que vous avez répondu. L'indivision peut-elle être une substitution à la SCI? Oui, tout à fait. En fait, quand vous êtes plusieurs à être propriétaires d'un bien, il y a 2 organisations juridiques, hein. Soit, il n'y a pas de société, du coup, et vous êtes en indivision. Vous avez des droits, concurrents sur un même bien, et dans ce cas-là, il est tout à fait possible d'organiser la gestion de ce bien par une convention d'indivision. C'est rarement fait, mais ça fonctionne très, très bien. Et puis, il peut y avoir une société qui peut être constituée et propriétaire du bien, où là, on se référera au statut, avec des règles de gestion, des règles de gouvernance, pour gérer ce bien, en tirer les revenus, etc. Il est vrai que si on si on est en présence d'une personne en situation de handicap, l'outil de la société est plus opportun, puisqu'on sera à même entre guillemets, de faire sans lui, notamment en instituant des droits de vote particuliers. Et on pourra, si ça dépend encore du degré d'autonomie de la personne, mais on pourra gérer le bien sans être coincé. Mhm. D'accord. Monsieur Le Turmi voulait préciser la question, je vous avais écrit, mais peut-être vous pouvez prendre la parole, monsieur Le Turmi, si vous voulez, hein. On va essayer je ne sais pas comment on peut vous remettre. Ah, ça y est, vous avez le micro? C'est Est-ce bon. que vous m'entendez là? Très Oui. bien. Oui. Non, c'est une question simple. Mon frère handicapé, dont je suis tuteur, a une assurance vie avec un certain montant dessus. Bon, cette assurance vie lui sert en cas de coup dur, en cas de problème. À son décès, ma question est simple, le département peut-il récupérer? Oui, Alors puisqu'on que je sera suis, alors que je suis mentionné héritier et mes enfants derrière, après moi, si je décède. ben, c'est ce qu'on appelle la récupération sur la succession. D'accord. Il y a Bon. des capitaux qui sont transmis. Effectivement, il y a un sujet de récupération qui peut se poser en fonction de l'aide sociale dont votre frère a bénéficié. Oui, oui, bien sûr. OK. OK, merci beaucoup. Oui, la même question sur les tableaux, donc vous avez dit que vous pourriez le communiquer. Oui, promis, promis. OK. Alors, oui, quelle est la solution pour éviter de voir le capital récupéré? Je croyais que l'assurance vie était la solution pour permettre à l'enfant d'avoir des sous, c'est un héritage sans qu'on ait C'est celle à laquelle j'ai répondu. C'est effectivement le mécanisme de l'assurance vie avec des rentes versées. Mhm. Ensuite, autre question. Y a-t-il un plafond pour la récupération? Les montants peuvent être considérables pour les personnes placées sur une longue période. Oui, c'est vrai, Mm. cette question, elle a raison. Cette personne, Et c'est pour ça que sache que le chiffre. moi, j'ai eu des successions où, malgré un patrimoine laissé important, mais il y avait tout simplement une renonciation à la succession. La récupération des aides dépassait l'actif transmis. Mhm. Mhm. Ensuite, C'est effectivement un vrai enjeu et une question qui ne peut pas échapper à toute famille avec en son sein une personne en situation de handicap, effectivement. Et je dois vous dire, alors, pour être concerné et maintenant côtoyant des clients, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude de traiter les notaires, mhm. objectivement. C'est un sujet qu'on n'anticipe pas parce qu'on ne connaît pas bien. On ne connaît pas bien qui finance, comment c'est récupéré, etc. Et les mécanismes sont assez compliqués. Alors, moi, j'en profite pour rebondir sur votre réponse, maître. J'ai entendu parler d'un mécanisme qui s'appelle, une disposition qui s'appelle le legs des résiduaux. Est-ce Hmm. que ça Ouais. peut être utilisé pour évidemment éviter que l'héritage de la personne en situation de handicap soit récupéré? Alors oui, le legs des résiduaux, pour explication, c'est le fait de faire un testament dans lequel on va désigner une personne qui va hériter au décès. Et puis cette personne, il y a deux façons de présenter la chose. C'est soit il aura pour mission de conserver le bien à charge pour lui de le remettre à un tiers,
désigné également dans le testament, soit il pourra appréhender ce patrimoine, c'est-à-dire si c'est de l'argent, le dépenser, si c'est un bien, il pourra même le vendre, etc. Et restera ce qu'il restera au profit de la tierce personne désignée. Mhm. Donc pour moi, ça peut être effectivement un mécanisme qui s'opère dans le cas d'une fratrie, où on va désigner la personne en situation de handicap bénéficiaire du testament, à charge en cas de décès de sa part, et bien évidemment, derrière ça, il y a le sujet de l'espérance de vie qui est dans certaines situations plus faible chez la personne en situation de handicap, pour qu'à son décès, ça revienne à ses frères-sœurs. Donc oui, c'est un sujet, mais ça ne fait pas obstacle à la récupération des aides sociales. Mhm. Ok, merci. Euh, une personne qui dit: j'ai un bien immobilier, ma question est comment faire pour que le père de ma fille, dont je suis séparé depuis 15 ans, ne gère pas ce patrimoine si jamais je venais à disparaître avant lui. Nous allons faire une habilitation familiale dans 2 ans. Puis-je désigner mon frère ou un ami proche pour gérer le patrimoine? Oui, 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 ça on le fait très, très souvent. Alors souvent, il y a une distinction importante à faire entre l'autorité parentale et la gestion du patrimoine en question. Donc là, on s'adresse, je suppose, hein, mais à un enfant mineur. Et du coup, on ne pourra pas impacter l'autorité parentale. Il l'aura toujours jusqu'à la majorité de l'enfant. Pour autant, on peut très bien anticiper la transmission de patrimoine et que le patrimoine en question ne soit pas géré par l'autre parent. Donc, il aura toujours l'autorité parentale, hein, il verra l'enfant, il prendra des décisions pour l'enfant, scolarité, j'en passe, mais il n'aura pas la main sur le patrimoine en question qui pourra être géré par une tierce personne. Mhm. Ok, merci. Autre question? Ah, je sais pas si c'est une question. L'AHA est le plus souvent le revenu de la personne handicapée. Bon, je sais Prendre la pas. parole? Oui, allez-y. Oui, oui, excusez-moi, j'ai mal manipulé. En fait, Ah, par rapport à la hache, la question est, les autres revenus de la personne handicapée peuvent impacter la hache. Oui. Donc, y a-t-il des différences entre les différents revenus, une pension, une assurance vie, une rente? Parce que avant de s'occuper de ce qui se passe après la mort de la personne handicapée, il faut déjà voir au niveau de son vivant comment elle va vivre. Mhm. Et donc, voilà, merci. Ce que je comprends de votre question, c'est le fait d'anticiper si on met en place un capital qui produit des revenus ou une assurance vie, etc., quid des futures aides sociales qu'il percevra, c'est ça? Non, si on met en place des revenus, euh, comment, quels sont ceux qui ne vont pas diminuer son AH? Parce que c'est pas la peine de lui donner des revenus supplémentaires si c'est pour faire baisser la hache, voire la supprimer. Ça, il faut se plonger ensuite dans les conditions d'octroi de la hache. Mais après, la réponse à votre question, c'est est-ce que ce que je suis en capacité de laisser à disposition de la personne, par le biais d'une assurance vie ou autre, produira ou pas plus de revenus que l'allocation en question? Parfois, justement, la question sera de dire, bah non, mais si je laisse X patrimoine, ça ne servira à rien puisqu'il bénéficie déjà d'une aide sociale de Y. Donc, bah, c'est justement pour ça que je disais que parfois le curseur va être plutôt sur les autres enfants et on va faire transmettre enfin, le patrimoine aux autres enfants. Et pour permettre à la personne en situation de handicap de continuer à poursuivre la perception de l'aide en question. Donc la réponse à votre question, c'est ça dépend de quel patrimoine dont on parle et effectivement les revenus qui va potentiellement en tirer à terme. Si je peux me permettre d'intervenir, moi j'ai eu le cas récemment avec ma sœur.
qui a donc hérité de ma mère. Je suis Caroline Langlois, qui a donc hérité de ma mère. Et quand la succession a été liquidée, le conseil départemental a diminué son AAH parce qu'effectivement, elle avait plus de revenus. Et là-dessus, j'ai discuté avec une personne du conseil départemental qui m'a dit, si vous placez l'argent de votre sœur en contrat épargne handicap, à ce moment-là, nous reviendrons à un montant de AAH qui ne sera pas celui qu'elle avait avant où elle n'avait aucun revenu, mais qui sera un montant moins important que celui avec lequel, je dirais, à un moment donné, elle s'est retrouvée. Alors, c'est quasiment sans AAH et surtout avec une très forte contribution, Oui, c'est ça. financière pour ses frais d'hébergement de foyer. Et en fait, on se rend compte, donc ces contrats épargne handicap, c'est une forme d'assurance vie, mais qui ont, et que proposent la plupart des compagnies d'assurance, mais qui ont la particularité d'être, entre guillemets, réservés aux personnes en situation de handicap. Ouais, c'est souscrit par la personne en situation de handicap elle-même. Tout à Enfin, fait. c'est-à-dire, en l'occurrence, par son tuteur, par la personne Oui, qui mais ça peut être c'est le souscripteur, c'est la personne en situation de ça. handicap, C'est ça, effectivement. le souscripteur est la personne en situation de handicap et l'argent est placé et on peut. Alors, la seule contrainte, c'est que si on a besoin de l'argent, on doit passer par le juge des tutelles pour Pour arbitrer différemment, etc. arbitrer. Voilà. Mais bon, c'est-à-dire, si la personne a besoin d'argent, il faut effectivement repasser par le juge des tutelles pour libérer une partie du contrat épargne handicap. Tout à fait. Et ce qui est difficile aussi, c'est que chaque département a sa politique. Absolument. Donc, c'est compliqué hein, d'anticiper ces sujets-là, bien sûr. Et là, la plupart d'entre nous, on est sur le conseil départemental du 92. Oui, Enfin, les personnes qui sont à l'UNAPI 92, enfin, dont les proches sont sur le 92. et effectivement, pour moi, le raisonnement, mais monsieur, vous avez posé une très bonne question, c'est qu'est-ce que je vais être en mesure de laisser comme patrimoine, les revenus que ça va générer, est-ce que ça va porter atteinte à l'aide sociale en question? Est-ce que après mon décès, finalement, on s'en fiche de l'aide sociale, il n'aura plus besoin puisqu'il aura les revenus suffisants pour pallier ces problématiques d'autonomie, etc., ou pas? Et en fonction de cette question-là et des réponses, on arbitrera à qui doit aller de préférence le patrimoine. Bien, merci, merci à Caroline et à Monsieur Ah Gillet. oui, je m'excuse auprès de la dame qui dit, ou la personne, le monsieur qui dit, on n'est pas tous sur le 92, il y a aussi des personnes du 28, bien entendu, excusez-moi, Oui, c'est j'avais vrai. oublié les établissements Oui. qui sont dans l'Eure, voilà, et dans l'Eure-et-Loire. Et je réponds à Isabelle, effectivement, le tuteur aura pour mission de refuser la succession de la personne en situation de handicap. Moi, excusez-moi, je voulais poser une question sur les biens immobiliers. Allez-y. Ouais, je suis Christine Champavert et je voulais poser une question sur les biens immobiliers donnés lors d'une donation-partage. Euh, est-ce que euh, au- est-ce que le conseil départemental peut aussi revenir et faire vendre des biens immobiliers s'ils n'ont pas été déclarés au moment de la demande de l'ASH? Oui, tout à fait, bah, ça arrivait à des clients. Ouais. En fait, ils réclament une somme, et la Ouais, somme, faut bien la payer. ouais. Et du coup, bah, quand il faut bien payer et qu'il n'y a qu'un patrimoine immobilier ou en partie immobilière, le choix dans mon cas, ça a été de vendre le bien immobilier pour pouvoir faire face à la récupération de l'aide sociale. Ouais. D'accord, je vous remercie, maître. Euh, Odile demandait à prendre la parole. Allez-y. Oui, bonjour maître et bonjour à tous. En fait, moi je suis dans une situation complexe puisque j'ai une sœur sous curatelle renforcée et un frère sous tutelle. Nous venons d'avoir la succession de notre mère, on n'a plus nos parents maintenant. Et en fait, voilà, je vais être en charge de gérer tout ça au niveau du patrimoine.
simplement, en fait, j'ai l'impression que c'est assez difficile de savoir ce qui va être fait de cet argent pour mes frères et sœurs, sachant qu'ils sont tous les deux à l'UDAF et que, en fait, moi, je suis toujours écartée. Je fais le travail, mais je suis toujours écartée. Et il y a une question de, comment on appelle ça? Comme si on ne pouvait pas être juge et partie dans ces situations-là, mais en même temps, je ne trouve pas que les mandataires de l'UDAF font grand-chose de l'argent. Ma sœur a eu, par exemple, une grosse somme qui a été libérée il y a plus d'un an et demi et qui est sur un compte courant, qui n'est pas placé ni sur un livret A, ni sur un EP, etc. Donc cet argent-là n'est pas tellement optimisé et je ne sais pas, nous, en tant que fratrie, ce qui va nous arriver quand l'un de nous va disparaître. Et je ne sais pas comment préparer ça, en fait. Je ne sais pas quelle légitimité je peux avoir pour pouvoir en parler franchement à table avec les mandataires. Et quelles solutions nous pouvons trouver aussi pour nous protéger les uns les autres. Voilà. Ben, en fait, là, ce que je comprends, c'est que c'est l'UDAF qui joue le rôle de tuteur ou de Oui, curateur, c'est ça? oui, oui. Après, libre à vous de prendre, de saisir le juge pour alerter, le juge aux affaires familiales, pour alerter sur la potentielle mauvaise gestion opérée et de prendre le relais sur des questions de tutelle, vous ou un tiers de confiance. Et c'est à ce moment-là où, parce que ce que je comprends de votre question, c'est que vous n'êtes pas satisfaite des services de l'UDAF. Non, c'est pas exactement ça, mais il y a des indivisions de biens qui sont en mauvais état, mais qu'il va falloir vendre. Bon, la charge de gérer tout ça, ça va être moi, ça va être vendu. Mais après, que va être fait de cet argent-là que mes frères et sœurs vont recevoir? Et comment va-t-il être placé? Et est-ce qu'il ne va pas y avoir une gabegie derrière? Quand Souvent, le premier décède, qu'est-ce qui se passe pour les autres, quoi? en pratique, souvent, pour avoir l'autorisation de vendre, le tuteur, que ce soit par l'UDAF ou par un tuteur personne physique, doit indiquer ce qu'il va faire du solde du prix de vente. En général, ça doit être placé sur un support sans risque, fonds euros ou autre, pour avoir l'autorisation du juge en cas de vente de biens. Ouais. Mm. En Mais fait, on fait pas de à vous le vidéo. cas, malheureusement, à vous le cas échéant d'anticiper et puis d'essayer de prendre le relais sur la gestion du patrimoine indivis, de ce que je comprends. D'accord. Parce qu'on pourrait se protéger les uns les autres justement par le biais d'une assurance vie. Mais je ne sais pas si on peut suggérer ça aux mandataires. Vous Pas des pouvez le mandataires. suggérer, puisque ce que je dis toujours, hein, c'est que l'assurance vie, c'est rien qu'une enveloppe, en fait. L'assurance vie, c'est une enveloppe avec des conditions juridiques et fiscales particulières. Et dans l'enveloppe, vous l'organisez comme vous voulez, cette enveloppe. Ça peut être des fonds euros, ça peut être des actions, ça peut être des produits structurés, des obligations, des parts de SCPI. En fait, c'est vraiment une enveloppe, l'assurance vie. Entendu. Merci beaucoup, maître. Très bien. Il y avait une question, c'est est-ce qu'on peut connaître à l'avance le montant de la récupération? Difficilement, Hmm. très difficilement. Ouais, nous, c'est toujours un peu la surprise. C'est pour ça qu'on interroge toujours, dans le cadre du règlement de succession, les conseils généraux départementaux, parce que Hmm. on ne sait pas, en fait. Hein. C'est ça qui est un peu opaque en termes d'organisation et de stratégie, c'est que c'est un peu. Parce que déjà, déterminer le montant des aides qui a été versé, bon, c'est pas forcément facile. Mais et après, de connaître la politique du département, c'est pas forcément facile. Donc, sujet difficile. Mais voilà, avec le tableau que je ferai suivre, vous connaîtrez déjà les maxima, puisque au final, il y a quand même des plafonds sur certaines récupérations d'aides sociales. Mais comme vous disiez tout à l'heure, maître, sur les frais d'hébergement, ça peut très vite chiffrer. Mm. Je crois que on peut s'en faire, enfin, il n'est pas impossible de s'en faire une idée, en tout cas, d'un majorant. Ça consiste à se dire, bon, bah, j'essaye de savoir quel est le prix de journée de l'établissement où est mon proche. Et puis, j'enlève sa contribution qui est demandée régulièrement tous les trimestres par le département.
Et puis, ce qui reste, je multiplie par le nombre de jours, le nombre d'années, etc. Et quand on se dit que ça peut être dans 20 ans, c'est pour ça que ça peut chiffrer beaucoup, beaucoup. Ouais. Le sujet, c'est l'hébergement. Ouais. Oui. Et en complément de cette question, est-ce qu'ils prennent des intérêts ou est-ce que c'est juste les montants, s'ils ont donné 10 000 euros par an sur 10 ans, ça va faire 100 000? Ou est-ce qu'ils vont dire il y a 100 000, mais il y a les intérêts en plus, ça fait 120 000? Non, il est pas. Enfin, dans les récupérations que j'ai eues, dans les successions que j'ai gérées, c'était des montants nominaux. On n'avait pas de production d'intérêt. Et nous, on a un moyen de suivre aujourd'hui, comme disait un petit peu monsieur, de savoir où on en est. Est-ce qu'on aurait intérêt à faire un petit tableau Excel puis de noter tous les ans tout ce qu'ils nous donnent et comme ça on peut vérifier après? Je pense, parce que je peux vous dire que les courriers qu'on reçoit des conseils départementaux, ils sont très succincts. Ouais, ok. Si je peux me permettre, je voudrais revenir, de nouveau Caroline Langlois, je voudrais revenir sur la rente, une API AXA. Parce que il faudrait revérifier vous pouvez aller sur le site de l'UNAPI national et vous regardez ce qui est dit sur cette rente, parce qu'elle a été négociée par l'UNAPI et donc par AXA avec les pouvoirs publics, et il me semble qu'elle donne droit à un certain nombre d'avantages par rapport au sujet que l'on vient d'aborder. Et c'est une c'est une assurance vie qui se déboucle en rente à la, à la, Ouais. alors, elle est au bénéfice de la personne en situation de handicap et elle est prise généralement par un des parents et se déboucle au moment du décès des parents. On arrive à la conclusion que, en termes de placement, j'entends, hein, lorsqu'il y a un sujet de récupération d'aide sociale, on axe la transmission de patrimoine pour la personne en situation de handicap à travers des rentes ou des revenus, et le support et l'assurance vie rente. Et lorsqu'il n'y a pas de sujet de récupération d'aide sociale, il y a un questionnement à avoir, une organisation patrimoniale à trouver. Je parle quand il y a plusieurs enfants, avec le sujet de la quotité disponible et potentiellement de faire une société civile entre les enfants. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'une personne en situation de handicap peut, par l'intermédiaire de son tuteur, refuser la succession? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, tout à fait. C'est le tuteur qui aura de toute façon la main là-dessus. Ouais. Autre question, est-ce qu'une cousine peut avoir une habilitation familiale? Tout à fait. Ok. Euh, Dans le cas d'une succession, nommer un enfant comme légataire universel peut lui permettre de gérer les biens et de décider de ce qui sera vendu. Alors oui, le fait de... Alors ça, je mets la situation de handicap de côté, mais lorsque vous désignez, et que plusieurs personnes doivent hériter, et que vous désignez quelqu'un légataire universel, il va devenir propriétaire du patrimoine au décès. Il devra potentiellement verser des sommes d'argent, notamment par le biais d'actions de la fratrie ou des choses comme ça, mais ça le sécurise puisqu'il sera propriétaire des biens. Donc la réponse est oui. Alors là, c'est une question pour vous, maître. Bonjour, est-il possible de prendre rendez-vous avec vous, chaque cas étant un cas particulier? Oui, oui, dans l'absolu, oui. Bon. Ensuite, alors dans le cas d'une succession non préparée avec des biens de divers types, immobiliers, capitaux, avec un héritier handicapé, y a-t-il un type de partage à privilégier? Si vous n'avez rien prévu, il n'y aura pas il y aura pas de partage. Tout le monde va hériter à part égale. Si on est dans une situation où il y a plusieurs enfants, ils vont avoir chacun une part égale. Objectivement, hein, dans le cadre de famille où il y a un enfant en situation de handicap,
il faut absolument pas ne rien anticiper. Il faut absolument, à mon sens, faire un testament anticipé par le donation de son vivant, etc. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est d'anticiper la question. Ok. Question. Si on refuse la succession du fait des sommes à reverser, est-ce que ça signifie que les autres enfants n'auront pas de succession? Ah non, la renonciation, elle est unilatérale. Hmm. Non, non, je renonce pour moi et pas pour les autres. Alors, autre question. Dans le cadre d'un mandat, dans le cadre du mandat à effet posthume, peut-on être à la fois curateur et mandataire? Alors, dans le cas d'un mandat à effet posthume, est-ce qu'on peut être le curateur et le mandataire? Oui, 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 oui. Bah, après, oui, j'ai déjà eu. Mais les fonctions se cumulent, en fait, hein, effectivement. Alors, voilà, bon, j'essaie de. Alors là, ça, c'est les questions enquêtes. Je vois quelqu'un a levé la main. Nathalie, vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Non, c'était peut-être. Voilà. Alors, autre question. Euh, Si un enfant handicapé qui bénéficie de l'aide à l'hébergement se retrouve nu propriétaire d'un bien immobilier, doit-on informer le département du fait qu'il se retrouve nu propriétaire ou le département en est-il informé automatiquement? Il ne sera pas informé automatiquement puisque ça passe pas par les mêmes circuits, hein. Mhm, C'est l'administration fiscale qui est informée de la donation, mais pas les conseils départementaux. mhm. Donc, ça veut dire qu'il faut l'informer, le département. Ouais, dans la théorie, oui. Ok, En merci. précisant bien qu'en étant nu propriétaire, il ne se passe pas grand-chose, hein. C'est Mhm, une vocation à devenir propriétaire. ok. Autre question. Bonsoir. Comment prévoir une transmission réciproque dans la fratrie s'il n'y a aucun enfant, aucun descendant, parent, succession frères et sœurs, curateur familial, voilà, c'est compliqué la question. Si on dépasse le seuil de 15 932 euros pour un frère ou une sœur, les droits de succession de l'État sont très lourds, 45%. Y aurait-il un abattement de 160 000 euros pour la personne en situation de handicap? Mais au-dessus de ce seuil, comment s'organiser en utilisant assurance vie? Alors, en fait, il y a, il y a, encore une fois, il y a l'aspect successoral où effectivement la fiscalité est confiscatoire entre frères, mais la personne en situation de handicap bénéficie d'un abattement important de 160 000 euros. Et à côté de l'aspect successoral, on a le mécanisme de l'assurance vie. Et en fonction de l'âge auquel on verse la prime, on a des avantages fiscaux. C'est-à-dire que concrètement, ce que je dis à tous mes clients, mais avant 70 ans, le contrat d'assurance vie est très opportun puisque on a des abattements de 152 000 pardon, par bénéficiaire. Mais après 70 ans, au final, on se retrouve dans la fiscalité successorale. Donc, ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'à post 70 ans, l'assurance vie est quand même beaucoup, beaucoup moins intéressante. Mhm. Très bien. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, je n'en vois plus sur le chat. Donc, J'aurais une question sur oui. les frais d'hébergement. Est-ce Mhm. qu'on peut avoir une idée à combien ça se monte par mois et quelle est la répartition, enfin qui paye finalement, que paye la personne handicapée et que paye le département? Mhm. Alors, je peux vous donner juste une indication sur ce que je connais, c'est-à-dire que établissement vous connaissez, M. Gillet, hein, c'est le foyer d'hébergement de Fontenay-aux-Roses. Hein. On est sur des prix de journée je pense, de 120 quelques euros. Donc, si on veut simplifier le calcul, si vous voulez,
Donc, il y a 365 jours dans une année. Donc, voilà, fois 100. Hein, on est à 36 000. 10 ans, 365 000. Voilà, ça, c'est si c'était 100 euros. Hein, c'est pour simplifier les Oui, calculs. oui. Donc, ça va. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça va assez vite parce que c'est vrai, quand on multiplie par 10 ans, déjà, ça met le vertige. Puis ça peut être 20. Bon. Alors, Mais- sur cette somme-là, le département, en fait, sur l'AAH, il récupère une partie de l'AAH qui sert à combler une partie des frais d'hébergement. Mais finalement, en fait, sur une AAH c'est à peu près 70%, enfin, il va récupérer une partie de l'AAH. Donc, sur les 1000 francs d'AAH mensuels, le département va en récupérer, mettons 600, 700 euros, et encore pas tout, parce qu'il y a les jours de week-end, les jours d'absence, etc. Donc oui. c'est relativement, je dirais pas que c'est négligeable, mais c'est relativement mineur par rapport au montant total des sommes qui s'accumulent. Voilà. Et là, je n'ai compté que le foyer, mais souvent, si un enfant en plus est en CSJ en journée, ça vient augmenter encore le prix. Voilà. Donc les ordres de grandeur peuvent devenir très, très importants. Mais euh, ma question, c'est la personne handicapée, combien paye-t-elle tous les jours, enfin tous les jours, par jour? Alors, elle ne paye rien à l'établissement, elle paye au département Oui, je dis, une partie de la hache. Donc, si la hache est, par exemple de 1 000 euros, le prélèvement peut arriver à 500, 600 euros. Voilà. d'accord. De toute façon, il y a un plancher et on ne peut pas retirer, il doit Non. rester 30% de la hache. Voilà, c'est pour ça que ça fait moins que ça. Enfin, c'est pour ça que ça fait, voilà, il reste toujours ça. Et puis en plus, ce qui est demandé tient compte du nombre de jours effectifs passés dans l'établissement. Donc l'établissement en général fait un décompte des jours. Alors ça dépend après des départements. Les départements pour lesquels l'établissement s'adresse directement au département. D'autres, c'est la famille qui doit donner. Enfin voilà. Enfin, il est tenu compte du nombre de jours passés effectivement dans Oui. l'établissement. Le point important, c'est que la hache est impactée très fortement. Ah oui, oui, elle peut être impactée assez fortement. Oui, Voilà. oui. Et de la même manière, si on met en place des pensions, il faut faire attention parce Mm. que ces pensions peuvent être, entre guillemets, confisquées pour payer les frais d'hébergement. Alors ça, je ne sais pas. Par contre, ce qui est clair, ce que disait Maître Forté tout à l'heure, c'est que s'il y a des revenus, les revenus vont être pris en compte pour déterminer le montant de la hache. Il peut être diminué. C'est le cas, par exemple, aussi pour les travailleurs en ESAT, hein, pour les travailleurs handicapés en Oui. ESAT. Hein. Ils ont des revenus et ça vient impacter leur AH. Oui, mais je rejoins la question de Madame Langlois. Justement, la particularité de la rente sur vie, c'est qu'elle ne peut pas être confisquée pour les frais d'hébergement. La rente sur vie, une API. Oui, oui, Ou absolument. une rente sur vie Oui, oui, d'ailleurs. oui. Elle est absolument, elle n'est pas impactée par ça. Ouais. Oui. Et les assurances vie, euh, donc contrat handicap, de la même manière, ne sont pas impactées pour payer les frais d'hébergement. C'est la différence. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des contrats épargne handicap. Pouvez-vous développer ce qu'est le contrat une API? Je ne connais pas personnellement. Pardon? En quoi consiste le contrat une API? Le contrat handicap une On API? parlait de la rente sur vie. La rente sur vie une API, oui, c'est quoi? Oui. Exactement. Ben, ça, je peux peut-être. En fait, c'est un contrat d'assurance vie, mais c'est un contrat d'assurance vie collectif qui a été conclu entre AXA et l'UNAPI et qui, alors, il est généralement souscrit par le parent et il prendra effet au décès du parent. Et à ce moment-là, il se traduira en rente. Alors, c'est un contrat, on peut soit le constituer en versant un capital initial, soit un capital régulièrement.
soit en payant une somme tous les mois. Et après, au décès du parent, il donnera lieu à une rente dont bénéficie la personne en situation de handicap. Et cette rente n'est pas prise en compte dans les revenus de la personne pour le calcul de tous les droits sociaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir la hache à 100% et tout en ayant en plus cette rente sur vie. Tout à fait. Et la seule condition pour pouvoir y adhérer, et ça c'est une bonne chose quand on a besoin d'adhérents dans nos UNAPI, c'est qu'il faut être adhérent à l'UNAPI. Oui, mais il existe des Merci Caroline, il merci existe Caroline des- de relayer le message. Merci. mais il existe des rentes survie dans d'autres sociétés d'assurance. Ah, c'est Pour possible. les tiers, Voilà. parents, fratries, enfin bref, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui peuvent prendre Non, Non, ce sont les c'est tiers. le parent. Les parents. Si, dans mon cas, l'assuré, c'est moi, et le bénéficiaire, c'est mon fils handicapé. Hein. Et je suis bien l'assuré désigné sur ce contrat. Hein. Voilà, on va peut-être arrêter. Alors, juste, Nathalie avait une question, elle a voulu parler tout à l'heure. Mhm. Donc, elle nous dit, je reviens sur un point abordé précédemment, mais pas clair pour moi. Si je veux donner tous les mois 200 euros, par exemple, à mon fils pour l'aider, qu'il se paie des trucs plaisir, quelle solution adapter pour que ce versement ne baisse pas d'autant son allocation? Non, voilà. En fait, là, vous faites référence à la question de qu'est-ce qu'une donation versus des présents d'usage. Donc, si on parle de quelques centaines d'euros, c'est pas des revenus, c'est pas des donations, c'est des présents d'usage. Et là, pour moi, ça n'impacte pas la question de de l'aide sociale et de sa récupération. On peut peut-être finir avec la question de Monsieur Perrault et de Mathilde Tran, si vous voulez prendre la parole. Ben, Alors, Mathilde Tran nous dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle est en train de voyager. En plus, Ah sa mince. question est assez longue et compliquée. Je propose qu'on prenne contact avec elle et qu'on voit ça directement avec elle. Et alors après, Monsieur Perrault, ici encore une question. Oui, donc c'était Mme Perrault, mais voilà, quand mon fils est rentré au centre d'hébergement de Mars-Osseux, donc il y a déjà 6-7 ans maintenant, on nous avait dit que qu'il soit présent ou absent, c'était 30 jours par mois. Enfin, il n'y avait pas de question, même pendant les congés où il est 3 semaines, enfin l'été en général. Bon, il travaille en ESAT aussi, donc en général, il prend 3 semaines l'été et le prix de la pension est le même, même s'il n'est pas au foyer pendant ce temps-là. Alain, tu as envie de... oui, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que le, les absences, c'est pas qu'elles changent le prix évidemment de la pension de la journée. D'ailleurs, notre fils, lui, ne paye rien au niveau pension dans son établissement. Par contre, le département euh, récupère une partie de son AH tous les trimestres. Et cette partie-là, elle est impactée par le nombre de jours de présence de la personne dans son établissement. Hein. Si elle a une absence justifiée, du style convenance personnelle dans l'enveloppe admise par l'établissement ou maladie, etc., ça intervient dans le nombre de jours et à ce moment-là, ça va diminuer le montant que le département récupère sur la hache de la personne. D'accord. Donc c'est entre la CAF et le département, quoi. C'est entre le département non, non, c'est entre le département et la personne handicapée ou son tuteur. Hein. Merci. Très bien. Bon, eh bien, je Merci, pense Maître. qu'effectivement, on va pouvoir Je vous en prie. Et puis, ça. Merci beaucoup. Je pense que n'hésitez pas, s'il y a des questions, vous pouvez me les faire suivre par le biais de l'UNAPI. Il n'y a pas de problème. oui, oui, je pense qu'il y en aura effectivement, et effectivement, on fera suivre la question de Madame Mathilde Trandiner. Hein.
Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir Merci. Bonne assisté, soirée d'avoir à tous. écouté. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.